Selon vous, quel est le point commun entre l'AS Saint-Étienne, les Griffons d'Or, Rosé et une Harley ? Eh bien, ils ont tous des millions de fans qui s'organisent en communauté, s'habillent à leur effigie, achètent leurs produits dérivés, promeuvent leur passion et créent du contenu à leur sujet. Et cette ressource-là, croyez bien que les entreprises, elle leur a pas échappé. Elles ont ainsi développé une technique consistant à exploiter la passion sincère des fans pour les transformer en vaches à lait et en main-d'œuvre gratos. Plus communément appelé le community management. Bienvenue dans Corporate. Tout d'abord, finalement, des fans, c'est quoi ? Un groupe électif pérenne d'acteurs partageant un système de valeurs, de normes et de représentation et se reconnaissant des liens d'appartenance de chacun avec chacun et de chacun avec le tout communautaire sur la base d'un attachement commun à un objet particulier. Ces communautés constituent ce que l'on appelle un fandom. Et pour être considéré comme faisant partie d'un fandom, il faut cocher plusieurs critères. Déjà, est-ce que tu as une passion ? Oui. As-tu sciemment choisi une communauté ? Au sens large, il n'y a pas de limite géographique forcément, surtout avec Internet. Alors, je sais pas si je l'ai vraiment choisi, mais on va dire que je suis tombé dedans. Ok, très bien. Est-ce que ton engagement dans cette communauté perdure dans le temps ? Bon, écoute, depuis 2015, donc je dirais quoi ? Est-ce que vous avez adopté une identité collective, avec ses codes, ses références, un vocabulaire peut-être ? Ouais, et ben par exemple, si je te dis GG, report Noob Jungler, 0 gank dans la botlane. Parfait, j'ai rien compris. Ensuite, est-ce qu'au sein de tes pairs, tu as des moyens de te différencier ? Bah oui, regarde, ça par exemple, tu vois, c'est mon personnage préféré, et je lui ai acheté un petit skin de chat. Il est trop mignon. Ok, dernier point, cette communauté est-elle organisée autour d'un objet culturel, d'un individu ou d'une marque ? Oui, c'est le jeu League of Legends, qui a un réel fandom avec même une scène sportive, des conventions, des cosplays, une série animée, des sites collaboratifs, etc. Mais l'important, c'est de comprendre que ça pourrait être n'importe quel objet. C'est exactement pareil pour moi, qui suis fan de Johnny Hallyday, qui est tous les albums, connaît l'envie d'avoir envie par cœur, aller le voir en concert tous les ans, avec mes t-shirts à son effigie, qui est pleuré sa mort, et qui est même un tatouage de lui devant un loup qui hurle à la lune. Non, c'est pas vrai, mais ça serait exactement la même chose. Alors que si juste vous chantez Allumez le feu ironiquement à toutes vos soirées BDE, vous ne faites pas partie du fandom. Vous êtes juste lourd. Maintenant qu'on a bien le concept en tête, on peut comprendre ce qu'un tel phénomène peut représenter pour une marque. Alors, même si comme d'hab, ça vient absolument pas d'elles, elles ont vite compris comment l'entretenir et surtout en tirer profit. Et les premiers à piger ça, c'est pas les geeks, c'est pas une pop star, c'est... Et ouais, les CM originaux, c'est Harley-Davidson. Dès le début du XXe siècle, avec l'explosion des constructeurs de motos, on voit apparaître les premiers clubs de motards, eux-mêmes héritiers des clubs de vélo. Ils s'organisent d'eux-mêmes autour de leur passion, avec leurs propres courses et promenades en bécane. Mais ils font pas que ça. Ah ben non, ça papote, ça boit des coups, ça discute technique, bougies, soupapes et surtout modèles de constructeurs, parmi lesquels Harley-Davidson va s'imposer comme un des plus iconiques de la production américaine. De là est né tout un pan de l'imaginaire américain, forgé autour de ces cow-boys modernes, chevauchant leurs fiers destriers mécaniques, les outlaws, les hors-la-loi. Imaginaire que la culture populaire a entretenu jusqu'à aujourd'hui. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Alors ça, pour la marque, évidemment, c'est très bien. Parce que lorsque je vous dis Harley, normalement, vous pensez immédiatement aux vastes contrées de l'Ouest, parcourues par des gangs de motards comme les Hells Angels, des hors-la-loi, avec tatouages, jeans, bandeaux, cheveux longs, grosses beubards. Et bisous entre mecs. Comment ça ? Bah, les Hells Angels, c'était des rebelles en lutte contre la société. Ouais. Et ben, comme les journalistes aimaient bien faire des articles sur eux pour vendre du papier, dès qu'ils voyaient un photographe, ils se roulaient des grosses pelles en sachant que ça allait faire péter des câbles aux petits bourgeois de bonne famille qui liraient le journal en buvant son café. Et ça devait hurler au wokisme, dis donc. Oui, parce que le problème, c'est que tout ça, c'est spontané et auto-organisé. La marque n'a aucun contrôle dessus et sur l'image que ça donne d'elle. Les bandes de motards, à partir des années 30, étaient en fait surtout composées de prolos laissés sur le bord de la route par la Grande Dépression.
Alors, à la base, ces représentations venaient de médias qui cherchaient à les stigmatiser en voyous terrorisant les honnêtes gens. Comme par exemple avec cette photo des émeutes de Hollister en 47, qui s'avère en réalité être en grande partie une mise en scène parue dans Life Magazine. Heureusement, dans notre épisode sur comment les marques récupèrent les sous-cultures, on a vu comment elles pouvaient à la fois surfer sur leur image cool, tout en lissant tous les éléments réellement subversifs, en mettant la main dessus, la méthode Doc Martens. Mais le community management nous permet d'aller beaucoup plus loin. Vous allez voir le coup de génie. On avait notre marque de gâteaux apéro, si populaire en festival pour leur aspect bon marché, pratique et formidablement étouffe chrétien. Au point que s'agrège toute une communauté de jeunes rebelles festifs pour qui la marque devient un symbole de leur identité. Grâce au community management, on va pas se contenter de sponsoriser leurs événements et d'instrumentaliser leur image à des fins commerciales, histoire de l'édulcorer et de la dépolitiser bien comme il faut. Non, on va carrément organiser nous-mêmes, de A à Z, des teufs officiels crusters, des clubs crusters, des conventions crusters, directement autour du produit lui-même. Bref, on va encadrer la communauté elle-même. On leur file des cartes de membres, des comptes premium en ligne, des newsletters qui vont les tenir informés des futurs rassemblements, mais aussi des nouvelles saveurs de nos gâteaux apéro. On pourra même leur donner des promotions, ainsi que des informations exclusives quant au processus de fabrication, via des vidéos mettant en avant l'évidente qualité de nos produits et le bonheur de nos employés. Et on va également ramener dans notre giron un maximum des activités, pratiques et productions de ces fans. Au lieu que nos crusts continuent de se fabriquer leurs propres fringues pour se reconnaître entre eux, ils pourront obtenir des chapeaux et des vestes officielles. Et nous, au passage, une marge généreuse. C'est gagnant-gagnant. On pourra élargir notre catalogue avec un saladier cruster et toutes sortes de récipients apéro adaptés à chaque type de gâteau vendu par la firme. Ainsi, les fans ne sont plus juste des passionnés, ils deviennent des membres officiels. Et ils n'appartiennent désormais plus à un simple fandom, mais à une communauté de marques. Des individus liés entre eux autour de l'objet de leur passion et reconnus par elles. C'est beau et surtout, ça se monétise. C'est précisément ce qu'a fait Harley-Davidson dans les années 80 pour contrer l'arrivée sur le marché des motos japonaises. En 1983, ils ont créé le premier rassemblement de motards officiels, les HOG, pour Harley Owners Group. Alors c'est marrant parce que HOG ça veut dire port et c'est sans doute fait exprès parce que les propriétaires de Harley surnommaient leur moto comme ça depuis très longtemps après qu'une équipe star de course avait pris pour mascotte un petit cochon. La marque va ainsi prendre le contrôle des clubs qui s'étaient formés jusque-là naturellement pour pouvoir proposer un cadre présenté comme aventureux, mais en réalité ultra familial. Les concessions deviennent alors les points névralgiques où les habitués se rencontrent. Et en seulement 30 ans, c'est 1400 groupes qui furent créés, comptant plus d'1 million de membres. Sachant que l'entrée d'un client dans un HOG renforce sa fidélité et sa propension à acheter de 30%. Car pour une marque, une communauté de fans, c'est d'abord une solide base d'acheteurs. Elle cherche bien entendu à élargir le plus possible sa clientèle, mais une autre source de profit est de chercher au sein des communautés les individus les plus engagés, similaires au concept des baleines blanches dans l'économie des jeux gratuits, une petite minorité qui va représenter une part disproportionnée des revenus. Telle la Moby Dick des marketeurs, ils chercheront sans relâche à harponner les clients légendaires prêts à dépenser l'équivalent d'un PEL chaque mois dans les produits dérivés de leur marque préférée. Je sais pas si ça coûte cher, mais ça coûte tout ce qu'on a. Je suis geek au point de aussi garder les boîtes vides. Et gardez vos juments pour vous, parce que c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les fandoms, que ce soit le collectionneur de figurines Star Wars, de cartes Pokémon, les supporters qui achètent tous les maillots de leurs joueurs préférés, ou encore chez les K-pop stans qui vont prendre les albums de leurs idoles préférés par palette. Car ces pratiques sont désormais au cœur de ces modèles économiques. Lucas negotiated a smaller paycheck in exchange for the rights to sequels, and here's the kicker, merchandise. The real fortune was in the toys, action figures, and games. Between 1977 and 1978, Star Wars toys alone raked in $100 million. Mais ça s'arrête pas là, car au sein d'une même communauté, les individus vont aussi chercher à se distinguer les uns des autres. Les fans de K-pop soutiendront leur idole préférée. Ceux de Star Wars prendront un sabre laser bleu, rouge ou violet, et chaque bon supporter de foot aura l'écharpe de son club favori, comme les fans d'Harry Potter avec leur maison. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On va donc pouvoir décliner à l'infini toute une gamme de chapeaux et de vestes avec différentes variantes et coloris. Mieux, comme il y a des collectionneurs passionnés, on peut créer des paquets crusters avec des goûts différents, mais aussi des designs uniques, ou même des paquets shiny. Et il faudra bien les acheter, c'est pour la collection. Non mais attends, mais tu manges quoi là en fait? Les crusters au réglisse, c'est immonde. Mais attends, mais ça vient de ma collègue? Mais tu sais combien ça coûte une édition pareille sous blister?
Tenez, est-ce que vous savez que le jeu qui a rapporté le plus d'argent en 2024 est gratuit? Le très populaire Fortnite, un free-to-play, s'installe gratuitement et a placé la personnalisation au centre de son modèle économique. Chaque joueur peut donc customiser son personnage avec différents accessoires selon ses envies. Ce modèle économique repose sur un besoin naturel, bien connu de la psychologie sociale, le sentiment d'appartenance. Puisque ce que l'on trouve au sein d'un fandom, et donc d'une communauté de marques, c'est la reconnaissance de ses pairs, la possibilité de partager sa passion avec des gens qui nous comprennent. Des gens qui vibrent à l'unisson avec nous sur des sujets qui nous enflamment et avec qui nous allons même lier des relations fortes, des amitiés durables, peut-être même l'amour d'une vie qui donnera naissance aux générations futures. Et ça c'est monétisable. La marchandisation des affects sociaux est une technique encore plus efficace dans le cas où notre communauté est organisée autour d'une personnalité, elle-même devenue une marque. Comme Johnny. C'était déjà le cas à l'époque où on pouvait utiliser chaque apparition publique, chaque couverture magazine, chaque photo volée pour entretenir la communauté. 5 ans se sont écoulés entre les albums Thriller et Bad de Michael Jackson. J'aime autant vous dire que les fans étaient sur les dents. Mais c'est devenu central avec l'immédiateté et l'interactivité des réseaux sociaux, les fameuses relations parasociales, où tous les aspects de la vie peuvent être documentés et mis en scène quasi en temps réel. Dès votre réveil, vous découvrirez les stories de sa soirée mondaine de la veille. Durant votre déjeuner, vous profiterez de sa présence en feat sur la chaîne YouTube d'un duo médiatique. Et le soir, vous le retrouverez en stream sur son jeu favori pour peu qu'il se soit lancé sur Twitch. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je veux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Ici, grâce à Insta, je sais que Léna Situation était au musée du Louvre hier avec Étoile. Ces relations parasociales sont d'ailleurs entretenues activement via la familiarité utilisée dans le discours des influenceurs. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Et vous, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Mais aussi par leur omniprésence. Ce qui nous fait au fur et à mesure agglomérer des informations sur leur vie et leur personnalité, renforçant un processus d'identification qui nous fera apprécier et peut-être même parfois jusqu'à aimer la personne. Et ça, c'est monétisable. Quoi de mieux que d'avoir comme sponsor Yazio. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Air Up, le détranspirant Résuxil de Narta. D'où le fait que le community management soit devenu, à l'ère d'Internet, un enjeu commercial incontournable pour toutes les marques. Chacun de ses fans ressentira alors une forte proximité grâce à cette intimité de masse qu'entretiennent aujourd'hui les créateurs et créatrices sur Internet. Stratégie que l'on retrouve aujourd'hui même dans les clubs de foot comme l'AS Saint-Etienne dont on parlait en début de vidéo. Ce club, c'est entre 3 et 4 vidéos YouTube par semaine et potentiellement jusqu'à 5 ou 6 posts Insta par jour. Cette production de contenu en flux continu, dans une logique feuilletonesque, sert à personnifier le club, mais aussi à entretenir un lien fort avec les fans les plus investis, de manière à ce que les joueurs ne soient plus seulement des personnes, mais deviennent les héros de leur propre série. Mais au fond, cette marchandisation des relations parasociales, elle n'a pas attendu Internet. Parce que si on y réfléchit bien, l'ancêtre de votre youtubeur préféré, c'est... Bonjour à tous, bon vendredi. Dans le téléachat, il y avait déjà tout. Des regards caméra, des conversations, des rires et des anecdotes échangées entre le présentateur et la présentatrice, et surtout une présence quotidienne de ces figures récurrentes, familières, qui nous parlent depuis le confort de leur salon. Et qui nous vendent toutes sortes de produits. Voici les lustrenettes, lustreuses et nettoyeuses pour votre voiture et pour votre appartement. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître ridicule, mais rappelez-vous comment tout le monde aimait Pierre Bellemare. Un autre exemple bien vintage, même s'il perdure encore aujourd'hui, c'est le modèle des réunions Weight Watchers ou Tupperware qui enrôlent leurs propres fans en tant que VRP, en leur faisant organiser des moments de sociabilisation réguliers sous forme de sessions de vente. Car, cerise sur le gâteau, les fans ne constituent pas juste des consommateurs passifs, ils forment des communautés actives qui produisent avec leur propre huile de coude. Et ça, c'est du travail gratuit. Oh tiens, en fait, on a reçu notre premier fanart cluster. Regarde. C'est toi qui l'as fait? Oui. Il est dégueu. Ah ouais, tu penses pouvoir faire mieux? Eh bien à ce moment-là, envoie ton meilleur fanart cluster, tu auras peut-être la chance de le voir intégré au prochain épisode. Et comme ça, on pourra arrêter de payer Tiens, qui d'ailleurs vient de sortir la suite de Coco n'aime pas le capitalisme, Coco n'aime pas le capitalisme, à la plage. En les mobilisant correctement, les marques peuvent tirer profit de leur passion en les faisant assurer leur promotion, alimenter les réseaux et créer leur propre contenu. D'ailleurs, expérience simple, réalisable directement chez vous. Vous tapez le nom de n'importe quel grand joueur de foot, suivi de highlights, et vous obtenez une série de vidéos faites
par des fans, mettant en avant ses plus belles réussites. Ce qu'on va pouvoir se réapproprier et tenter d'orienter dans le sens de notre stratégie. Et si on les faisait eux-mêmes inventer les prochains goûts de nos crusters? Oui, alors Sabretz a essayé et ça s'est pas très bien passé. Oui, non mais aussi ils font ça sur Twitter. Non, on n'a qu'à réserver ça aux membres les plus fidèles directement sur notre site. Comme ça, on maîtrise le cadre et eux, ils se sentent privilégiés. Et pourquoi pas leur proposer un concours pour designer notre prochain packaging? Ouais, donc on leur demande un travail de graphiste en fait. Exactement, mais en faisant valider par la communauté, on les valorise comme créateurs. Ouais, non mais là, faudrait quand même les payer parce que c'est un peu gros, on va faire énormément de fric sur leur dos quand même. Alors, heureusement que Lego, ils ont pas ton mindset de syndicaliste, parce qu'ils font ça depuis 2005 et ça se passe très bien. Quand la firme aux petites briques s'est rendu compte que toute une communauté, les AFOLs, pour Adult Fan of Lego, avait créé ou hacké des logiciels de création 3D pour faire leurs propres modèles dans les années 90, ils ont hésité entre les attaquer en justice, ça c'est la méthode Nintendo, ou les intégrer. Et vous avez compris quelle option ils ont choisi. Mais franchement, fallait être déter pour faire de la 3D en amateur dans les années 90, parce que je vous rappelle que le premier Toy Story, c'est 95. Et pour ce qui est de la rémunération, eh bien le constat fait par les entreprises, c'est que la valorisation sociale est beaucoup plus efficace que les récompenses financières. Ce système, on le retrouve sur les vestes des membres des HOG, mais aussi sur tous les sites basés sur une communauté qui récompense les plus grands donateurs d'idées, de temps ou d'argent via des petits badges qu'on peut afficher de manière à créer une reconnaissance, mais aussi et surtout une hiérarchie entre les membres. Créant ainsi un sentiment de compétition qui pousse d'autant plus à s'investir. Voilà, ça va encore me donner une idée. Imagine, t'es un fan, mais alors hardcore de Cruster. Ouais, bizarre, mais admettons. Et un jour, tu reçois un ticket d'or. Une invitation à visiter les usines et découvrir en avant-première les nouvelles saveurs. Mais c'est le pitch de Charlie et la chocolaterie, ça. Oui, alors, et c'est aussi le pitch des soirées Gold de Sephora ou les annonces de nouveaux modèles Mercedes. Sauf qu'à la fin, le PDG, il donne jamais les clés de la boîte à un gamin de prolo. Non mais on peut penser plus grand. Think big, outside box. On peut aussi leur proposer une expérience unique, de mettre littéralement la main à la pâte. Ils auront l'incroyable opportunité de s'installer sur nos chaînes de production et de créer leurs propres biscuits eux-mêmes. C'est le rêve. Ils deviendraient des membres premium au cœur même des rouages de cette communauté de marques qui leur doit tant et qui leur rend si bien. Non mais là, ça commence à faire gros quand même. Aux Philippines, McDo, ils organisent des Kiddie Crew Workshop, c'est-à-dire qu'ils font ça avec des gosses sur une semaine et les parents doivent payer pour ça. 9 € la journée pour faire bosser ton gosse chez McDo, gratos. Ah ouais, non, là, j'avoue que les enfants, j'aurais pas osé. En usant du community management, les entreprises profitent donc de ce travail collectif et gratuit de milliers de passionnés qui donnent de leur temps libre, de leur argent et même de leur force de travail pour leur passion. Mais au fond, le problème, c'est pas la passion. Pour reprendre l'exemple de Lego, de l'imaginaire des fans sont sortis des tonnes de fan-films d'une créativité époustouflante, au-delà des productions officielles et sans en tirer le moindre bénéfice. Des productions collectives, non marchandes, libres, que l'industrie va pouvoir ensuite se réapproprier sous forme de profit. Parce que le problème, c'est que ça, c'est monétisable. Non mais tout va bien, ils leur ont rendu hommage dans le premier film. In the background of this scene, these 4 clips are shorts submitted by fans. Look at all of these things that people built. Qui a généré un demi-milliard de dollars au box-office, en plus d'être une des plus grosses publicités de tous les temps pour leurs produits. C'est vraiment injuste de juger les communautés de fans en les voyant comme des pigeons ou des vaches à lait. C'est même précisément le problème avec la façon dont les marques les voient. Alors que faudrait plutôt se rendre compte que c'est elles qui leur doivent beaucoup, et pas l'inverse. D'ailleurs, on voit parfois ces communautés de fans, qu'on pense si dépendantes, refuser de s'aligner avec les objectifs des grandes entreprises. Comme par exemple le mouvement sécessionniste Warhammer qui, saoulé par les marges gargantuesques de Games Workshop, a lancé sa propre gamme de figurines. Ou les Potterhead, qui ont décidé collectivement de changer l'appellation du Quidditch pour Moldu en Quadball en 2021 afin de se détacher des positionnements transphobes de l'autrice. J.K. Rowling, pétasse. On les voit parfois aussi se réapproprier ces savoir-faire, ces modes d'action, de communication et d'organisation développés dans leur communauté de fans pour mener d'autres combats. Le plus emblématique de ces dernières années, c'est la mobilisation régulière de ces fameux fans de K-pop pour des combats politiques.
pour la Palestine, la Birmanie ou Black Lives Matter, en levant des fonds, en réservant en masse des places pour les laisser vacantes lors des meetings de Trump, en affichant des édits de Delogu sur Times Square pour soutenir le NFP et en signalant leur idole préféré pour avoir volé leur cœur, afin de saturer les plateformes de délation de la police américaine, etc. La K-pop, c'est pas une des musiques les plus engagées de la planète, et sans doute même une des industries musicales les plus brutalement commerciales. Et pourtant, tout ça, ça met précisément à profit les compétences développées au sein de leur fandom. Bah alors, les gauchistes qui tournent H24 sur des compiles de chants de la commune en doumant dans votre canapé, on se fait mettre à l'amende par des ados fans de boys band coréens? Bref, si comme toujours, les grandes entreprises savent exploiter à leur profit nos passions et notre travail symbolique, il est bon de se rappeler que ces outils sont les nôtres et que aussi, on peut se les réapproprier. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, on espère que vous êtes fan de ce format. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous coordonner pour laisser masse de commentaires, vous abonner à la chaîne et surtout soutenir Blast via le lien en description. Et si vous nous envoyez des fanarts, faites un effort, s'il vous plaît. Si populaire en festival. Bougez Patrick Sébastien. Patrick populaire en festival. On avait notre marque de gâteau apéro si populaire en... Putain, mais pourquoi? Je suis possédé. Ah ouais? Tu crois pouvoir faire mieux? Eh bien à ce moment-là, envoie ton meilleur fanart cluster.